Can you tell me a little bit what's going on? My daughter's been missing for the last 31 days. Cette femme vient de dire à la police que sa fille a disparu depuis 31 jours. 31 jours. Le 16 juin 2008, la petite Kaylee quitte la maison familiale avec sa mère et personne ne reverra cet enfant. Et pendant 31 jours, il n'y aura pas de recherche, pas de signalement, pas d'appel à la police. Rien. Sa mère, pendant ce temps, elle faisait la fête. À travers cette histoire, vous allez probablement vous forger une certitude. La certitude de savoir ce qu'il s'est passé. Retenez bien ce moment où vous aurez cette certitude, parce qu'à la fin, je vous poserai cette question. Sur quoi exactement cette certitude repose-t-elle ? C'est une histoire vraie, et c'est ce qui la rend aussi dérangeante. Voici l'affaire Casey Anthony. On est en 2005, Casey Anthony vit à Orlando, aux États-Unis, chez ses parents, Cindy et George Anthony. Elle a aussi un frère, Lee Anthony. Personne à cette période ne peut deviner que Casey deviendra plus tard l'une des femmes les plus détestées des États-Unis. Je vais vous raconter ce qu'il s'est passé et on va parler ensuite d'un procès et de tout ce qui a suivi ce procès jusqu'à aujourd'hui encore. Mais avant ça, je vous donne très rapidement un peu de contexte très important pour la suite de cette histoire. Le 9 août 2005, à 19 ans, Casey accouche de sa fille, Kaylee. Alors on ne sait pas qui est le père de Kaylee. Casey a parlé de plusieurs partenaires potentiels, dont son fiancé de l'époque, Jesse Grunt, mais aussi d'un autre homme qui serait mort dans un accident de voiture. Mais l'identité du père de Kaylee n'a jamais été révélée publiquement et les parents de Casey eux-mêmes ne savent pas de qui il s'agit. Il faut savoir que la famille Anthony fonctionne d'une manière assez inhabituelle, ou en tout cas différemment de beaucoup d'autres familles. Par exemple, Casey va d'abord cacher sa grossesse à ses parents et finalement leur révéler à peine plus de 2 mois avant d'accoucher, un moment où on peut se dire qu'ils l'auraient remarqué par eux-mêmes. Et il y a une anecdote là-dessus. Au mois de juin 2005, Casey est enceinte de presque 7 mois, mais elle n'a pas encore officialisé ça auprès de ses parents. Donc pour ses parents, elle n'est pas enceinte. Et la famille se rend au mariage du frère de Cindy, l'oncle de Casey. Sur place, tout le monde voit qu'elle est enceinte et plusieurs personnes, dont cet oncle qui se marie, posent des questions ou la félicitent. Mais Cindy dit à tout le monde que sa fille n'est pas enceinte. En fait, Casey a tendance à mentir ou à cacher des choses, mais ses parents ont également tendance à la protéger des conséquences de ses mensonges. Ça commence bien plus jeune et pour des choses parfois banales. On revient au 9 août 2005. À la naissance de Kaylee, sa mère et ses grands-parents sont comblés. À cette période, Casey, d'après ses proches, travaille à Universal Studios à Orlando. Elle va donc prendre un congé maternité à la naissance de Kaylee et reprendre ensuite son activité professionnelle. Elle est aux yeux de tous une jeune mère courageuse qui est vue tous les jours partir au travail et faire de son mieux pour sa fille. Pendant 2 ans et demi, Kaylee va grandir dans la maison de ses grands-parents, entourée de sa famille. Ils habitent au 4937 Hope Spring Drive, dans une maison américaine typique d'un quartier résidentiel plutôt calme. Kaylee est une petite fille joyeuse, elle aime chanter, elle aime colorier, elle aime jouer avec Jojo, c'est comme ça qu'elle surnomme George, son grand-père. Elle adore aussi se baigner avec Cindy dans la piscine qu'ils ont installée à l'extérieur de la maison, ou encore regarder des dessins animés. Bref, c'est tout ce que les petits de cet âge adorent. Et même si tout n'est pas simple entre Casey et ses parents, Kaylee, elle grandit dans un environnement favorable, dans cette maison où elle a sa propre chambre, qui est décorée de tout ce qui existe sur Winnie l'ourson. Des peluches, des draps, des rideaux, et j'en passe. Mais on avance maintenant jusqu'au 15 juin 2008. Kaylee a alors presque 3 ans. C'est le dimanche de la fête des pères, elle va passer l'après-midi avec Cindy, qui va l'emmener rendre visite à son arrière-grand-père dans un établissement de soins pour personnes âgées. Les images que vous voyez là ont été filmées ce jour-là par Cindy Anthony. Ce sont les dernières images qui seront prises de cette petite fille. En fin d'après-midi, Cindy rentre à la maison avec Kaylee et les deux vont se baigner. George, de son côté, il travaille ce dimanche, et Casey, elle passe la journée chez son nouveau petit ami, Tony Lazzaro. Le soir même, tout le monde rentre à la maison et tout se passe normalement. Mais le lendemain, le lundi 16 juin 2008, tout va basculer, retenez bien cette date. Cindy part travailler très tôt, entre 7h et 8h du matin. George, lui, travaille sur des horaires différents. Il travaille de 15h à 23h. Donc ce jour-là, il se lève tôt également. Il déjeune avec Kaylee, il profite de la matinée avec elle. Et Kaylee, comme toujours, elle est très heureuse de passer la matinée avec Jojo. Et sur les coups de midi, George voit Casey qui se prépare, comme chaque jour, pour aller travailler, et il la voit quitter la maison avec Kaylee, peu avant 13h. C'est la dernière fois que George verra Kaylee. Dans la journée, Casey prévient sa mère qu'elle ne rentrera pas le soir même, et que la petite passera la nuit chez sa nounou, Zani. Zani, c'est un diminutif de Zenaida Fernandez González. Casey ne rentre donc pas le soir, mais elle ne rentre pas le lendemain non plus. Cindy l'appelle et lui demande des nouvelles de sa petite fille, mais Casey lui répond qu'elle a plein de choses de prévues, qu'elle ne peut pas rentrer et que la petite est avec la nounou. Le jour suivant, c'est encore la même histoire. Et cette fois-ci, Casey prévient Cindy qu'elle va devoir faire des allers-retours à Tampa pour son travail. Tampa, c'est à 1h30 de route d'Orlando environ, donc en gros, elle part tôt le matin, elle rentre tard, et la petite restera avec Zani, la nounou, mais aussi avec 2 autres personnes, Juliette et une autre amie, Annabelle.
Plusieurs journées continuent de passer ainsi, et l'impatience grandit chez Cindy et George, qui chaque jour demandent à voir ou à parler à la petite Kaylee. En fait, ils n'avaient jamais passé plus de 24 heures auparavant sans la voir, et ça fait maintenant plusieurs jours qu'ils attendent de pouvoir l'entendre ou lui parler. Mais Casey, elle a toujours trop de travail, ou toujours une autre raison pour ne pas pouvoir leur passer au téléphone, ou ne pas pouvoir ramener Kaylee. Elle-même ne rentre quasiment plus à la maison familiale, ou alors elle s'y rend principalement quand ses parents n'y sont pas. Et ça va continuer ainsi encore les jours qui suivent. Cindy s'inquiète de plus en plus, jour après jour. Et au fil des jours qui défilent, parler d'inquiétude pour Cindy ne suffit probablement plus. Mais chaque jour, Casey a une raison qui explique tout. Soit elle est avec Kaylee, mais elles ne sont pas à Orlando, soit Kaylee est avec la nounou. Le 15 juillet 2008, ça fait maintenant un mois que Cindy n'a pas vu Kaylee. Un mois que Casey prétexte d'être à Tampa, à Jacksonville ou ailleurs. Un mois que Kaylee est avec Zanny, avec Juliette, avec Annabelle ou avec quelqu'un d'autre. Ce jour-là, Cindy et George reçoivent un recommandé qui leur demande de venir récupérer leur voiture à la fourrière. La voiture en question, c'est la Pontiac Sunfire blanche de Casey. Ou plutôt, c'est la voiture que Casey est seule à utiliser, celle avec laquelle elle est censée être à Tampa, à Jacksonville, etc., mais qui est enregistrée au nom de Cindy et George. En allant la récupérer, ils vont apprendre que ça fait 2 semaines que cette voiture est dans cette fourrière. Et lorsqu'ils s'en approchent, George va sentir une odeur très forte se dégager du coffre. George, c'est un ancien enquêteur de la police de l'Ohio. Il a travaillé sur tout type d'affaires. Et cette odeur, il la compare à l'odeur de la décomposition humaine, que selon lui, on n'oublie pas après y avoir été confronté. En ouvrant le coffre, il découvre seulement un sac poubelle rempli de déchets qui va sortir du coffre. Il ramène la voiture à la maison, mais évidemment, lui et Cindy sont très remontés et très inquiets. Un mois entier sans voir Kaylee. Casey qui explique depuis des semaines qu'elle est un peu partout, sans jamais mentionner aucun souci avec cette voiture avec laquelle elle est censée se déplacer, mais qui est immobilisée depuis 2 semaines, et cette odeur dans le coffre. Dans la voiture, Cindy trouve le sac à dos de Kaylee et le CV d'une amie de Casey qui s'appelle Amy. Elle l'appelle et Amy sait où est Casey. Elle est chez Tony Lazzaro. Amy accepte d'emmener Cindy là-bas. Sur place, Cindy trouve Casey, mais Kaylee n'est pas là. Elle ramène alors Casey presque de force à la maison et cette fois-ci, elle veut sa petite fille. Lee, le frère de Casey, est là aussi. Donc tous les trois, avec Cindy et George, ils vont insister très fortement pour savoir où est Kaylee. Au départ, c'est encore la même histoire, elle est chez Zanny. Mais ça ne passe plus et ils vont continuer à insister jusqu'à cet appel de Cindy à la police. 911, what's your emergency? Sonia, I found out my granddaughter has been taken. She has been missing for a month. Her mother finally admitted that she's been missing. Okay, what is here now? Okay, what is the address that you're calling from? 4937 Hope Spring Drive. We're talking about a 3-year-old little girl. My daughter finally admitted that the baby's in the store. I need to find her. Your daughter admitted that the baby is where? The babysitter took her months ago that my daughter's been looking for. She just admitted to me that she's been trying to find her herself. There's something wrong. I found my daughter's car today, and it smells like there's been a dead body in the damn car. Okay, what is the 3-year-old's name? Kaylee. Caylee. Anthony. How long has she been missing for? I have not seen her since the 7th of June. What is her date of birth? 8/9/2000. Oh God, she's 3. She's 2005. So it's Kaylee's missing. Kaylee's missing. Casey says Danny took her a month ago. She's been missing for a month. Is your daughter there? Yes. Can I speak with her? He's downstairs. They want to talk to you. Answer the question. Hello? Hello? Yes. Hi. Well, can you tell me what's going on a little bit? I'm sorry? Can you tell me a little bit what's going on? My daughter's been missing for the last 31 days. And you know who has her? I know who has her. I've tried to contact her. I actually received a phone call today. Now from a number that is no longer in service. I did get to speak to my daughter for about a minute. Who has her? Do you have a name? Her name is Zenaida Fernandez Gonzalez. Who is that? Babysitter? She's been my nanny for about 1.5 years, almost 2 years. Why are you calling now? Why didn't you call 31 days ago? I've been looking for her and have gone through other resources to try to find her, which was stupid. I think the officers are here. Alors on reviendra sur ce qu'il s'est passé pendant ces 31 jours, mais d'abord, je vous donne quelques-unes de mes réactions à cet appel.
Déjà un point purement factuel. Cindy dit qu'elle n'a pas vu la petite depuis le 7 juin, mais c'est une confusion due à la panique. Elle ne l'a pas vue depuis le 15 juin, comme je vous le disais un peu plus tôt. Cindy est complètement paniquée quand elle appelle. Elle raconte à la police ce que vient de lui dire sa fille, et elle dit « je dois la retrouver », pas « on doit la retrouver », alors que Casey est juste à côté. Pour moi, ça m'a frappé, ça m'évoque qu'elle se sent seule dans cette recherche. Elle explique que sa fille vient enfin d'avouer que la petite a disparu et qu'elle a tenté de la retrouver par ses propres moyens, mais tout en le cachant à sa famille. Pour moi, elle sait à ce moment-là que quelque chose ne va pas du tout dans le comportement de Casey. Ça tombe sous le sens, mais c'est bien de le préciser. Et puis elle parle de la voiture de sa fille qui a été retrouvée et cette odeur très forte qui émane, comme si un corps sans vie avait été stocké dedans. C'est donc sous-entendu, mais cet élément me semble particulièrement l'inquiéter dans ce contexte où elle appelle pour parler de la disparition de sa petite fille et elle semble, peut-être inconsciemment ou sans oser y penser, faire un rapprochement entre cette odeur dans le coffre et la disparition. Ensuite, la police demande à parler à Casey et la première réaction de Casey, c'est de dire d'une voix blasée qu'elle n'a rien à leur dire. Imaginez le contexte de cette réaction, alors qu'elle vient d'expliquer à ses parents que sa fille a disparu depuis 31 jours, kidnappée par une nounou, mais quand la police demande à lui parler, elle n'a rien à leur dire. Ensuite, la police lui pose des questions et elle donne l'impression d'être passive. Sa fille serait donc kidnappée depuis 31 jours et elle explique ce qu'elle a tenté pour la retrouver sans prévenir personne. Elle a essayé d'appeler cette nounou, mais ça répondait pas. Mais justement aujourd'hui, elle a reçu un appel d'un numéro qui n'est déjà plus en service et elle a pu parler à sa fille, mais juste une petite minute environ. Dites-moi ce que ça vous évoque. Moi, je me souviens très bien de ce que ça m'a évoqué la première fois que j'ai entendu ça. Imaginez l'état d'une mère dont la gamine est kidnappée pendant 31 jours par une nounou qu'elle connaît, chez qui elle la déposait et qu'elle a juste essayé d'appeler pour récupérer sa fille. Et imaginez l'état d'une mère qui pendant 31 jours n'a eu aucune nouvelle de sa fille qui a été kidnappée, qui reçoit un appel et qui peut lui parler mais juste une minute, sans pouvoir la récupérer et sans pouvoir rappeler, et qui le soir même ne voit pas ce qu'elle pourrait avoir à dire à la police quand la police est finalement prévenue. Bon, après cet appel, la police arrive sur place et prend une déposition des grands-parents, de Lee et de Casey. Et ils vont ensuite interroger Casey sur sa déposition. L'officier lui explique qu'il a besoin de s'assurer que tout ce qu'elle a déclaré est exact. Voici quelques extraits de cet échange. Je vous invite à faire attention au niveau de détails que Casey va donner aux enquêteurs, avec un calme et une assurance qui semblent complètement décalés par rapport à la situation. Back on June 9th, 2008, you took Casey to a babysitter's house. Yes. And who was this babysitter? Her name is Zenaida Fernandez Gonzalez. And where was Zenaida's? Where did you drop your child off? The Sawgrass Apartments on Conway in Michigan. Do you remember the address? I don't remember the address. Do you remember an apartment number? 210. Okay. It's on the second floor. Là, l'officier demande des précisions sur l'endroit où Casey a déposé Kaylee pour la confier à Zenaida, à quoi ressemblent les lieux, etc. How long had you known Zenaida? Almost 4 years. It'll be 4 years Christmas this year. And where did you meet her? Who did you meet her through? A mutual friend, his name is Jeffrey Michael Hopkins. I met him at Nickelodeon at Universal, and I met her through him. She was his son's nanny at the time. Does Jeffrey still work at Universal? No, he does not. Ensuite, le détective demande plus de détails sur Jeffrey Hopkins. Casey explique qu'il ne travaille plus chez Universal depuis 9 à 10 mois environ et qu'il vit désormais à Jacksonville après un bref passage en Caroline du Nord. Elle dit qu'elle lui a parlé il y a une semaine et demie, mais elle n'a pas son numéro de téléphone. Elle ne le connaît pas par cœur. Elle avait 2 téléphones, mais il y en a un qu'elle a perdu, celui sur lequel son numéro était enregistré. So you met Zenaida through Jeffrey Hopkins. I did. And his son Zach Hopkins, I guess. Zenaida used to watch over Zach? Yes. Ensuite, le détective interroge Casey sur sa relation avec Zenaida. Casey explique qu'elle la connaît depuis 4 ans environ. Elle l'a rencontrée quand elle était enceinte de Kaylee. Et Zenaida a commencé à s'occuper de sa fille il y a environ 1 an et demi à 2 ans. C'est Jeffrey qui les a mis en relation parce qu'elle était déjà la nounou de son fils, Zachary. Le détective cherche ensuite à retracer les différents lieux où Casey a déposé Kaylee par le passé pour la confier à Zenaida. Casey explique que Zenaida vivait dans un appartement près de Glenwood, où elle gardait régulièrement sa fille pendant plusieurs mois, mais qu'elle a changé plusieurs fois de résidence depuis, et elle dit qu'elle serait probablement capable de retrouver chacun de ces endroits si nécessaire. Et elle précise enfin que dans son appartement actuel, Zenaida vit avec 2 colocataires. Go back to your statement. You dropped off Kaylee on June 9th, and walk me through. You dropped her off to go to work. Mm-hmm. Okay. Get off of work and go from there. I got off of work, left Universal, driving back to pick up Kaylee like a normal day, and I show up to the apartment, knock on the door, nobody answers. So I call Zenaida's cell phone and it's out of service. It says that the phone is no longer in service. Excuse me.
So I sit down on the steps and wait for a little bit to see if maybe it was just a fluke, if something happened. And time passed. I didn't hear from anyone. No one showed up to the house. So I went over to J. Blanchard Park and checked a couple other places where maybe possibly they would have gone. A couple stores, just regular places that I know Zenaida shops at, and she's taken Kaylee before. And after about 7 o'clock, when I still hadn't heard anything, I was getting pretty upset, pretty frantic, and I went to a neutral place. I didn't really want to come home. I wasn't sure what I'd say about not knowing where Kaylee was. Still hoping that I would get a call or, find out that Kaylee was coming back so that I could go get her. And I ended up going to my boyfriend Anthony's house, who lives in Sutton Place. Did you talk to Anthony about what happened with Kaylee? No, I did not. Comme pour Jeffrey, Casey n'est pas en mesure de donner un numéro de contact pour Zenaida. Les deux ont changé de numéro plusieurs fois, elle a leurs coordonnées les plus récentes, mais elles se trouvent soit dans le téléphone qu'elle dit avoir perdu, soit dans des données qu'elle pense pouvoir récupérer en ligne. Okay. Who else did you talk to about this besides Jeffrey? You said you tried to call Zenaida's mom. You talked to Jeffrey. Who else did you talk about? I talked to Juliette Lewis. She's one of my coworkers at Universal. She works. You still work at Universal? Yes, What do you do at Universal? I'm an event coordinator. Okay. What is Juliet? What position is she? Where does she work? She's also an event coordinator. We work in the same department. You have a number for Juliet? Ooh, offhand, I can't think of one. Is she in your SIM card? No, she's not. Casey explique que le numéro de Juliette a récemment changé parce qu'elle a déménagé à New York au cours des 2 derniers mois, au moment où elle a quitté son emploi chez Universal. Elle n'est pas en mesure de fournir un numéro pour la joindre. What's the reason? I asked you this before, and I'll ask you just for the record. What's the reason you didn't call the police before? I think part of me was naive enough to think that I could handle this myself, which obviously I couldn't. And I was scared that something would happen to her if I did notify the authorities or got the media involved or my parents, which I know would have done the same thing. Just the fear of the unknown, fear of the potential of Kaylee getting hurt, of not seeing my daughter again. I asked you this at the onset and asked you before we went on tape, and I'll ask you again just to make sure we're clear. Is there anything about this story that you're telling me that is untrue, or is there anything that you want to change or divert from what you've already told me? No, sir. Did you cause any injury to your child, Kaylee? No, sir. Did you hurt Kaylee or leave her somewhere, and you're No. worried that if we find that out, that people are going to look at you the wrong way? No, sir. And you're telling me that Zenaida took your child without your permission and hasn't She's returned her? the last person that I've seen with my daughter, yes. Casey fournit ensuite plusieurs informations personnelles au sujet de Zenaida. Elle est originaire de New York, elle a de la famille entre New York et la région de Miami, elle est d'origine portoricaine et afro-américaine. Enfin, Casey accepte d'aider les enquêteurs à localiser les adresses liées à Zenaida et donne une description physique détaillée de Kaylee pour faciliter les recherches. En fin d'entretien, elle affirme vouloir retrouver sa fille avant de confirmer sous serment que toutes ses déclarations sont vraies. Mais là, il y a quelque chose que vous devez savoir, que personne ne savait à ce moment-là. C'est que Zenaida Fernandez González, elle n'existe pas. Et Juliette et Annabelle, qu'on a mentionnées un peu plus tôt, elles n'existent pas non plus. Ensuite, il y a Jeffrey Hopkins. Lui, il existe. C'est lui que vous voyez à l'écran. Mais ça fait environ 6 ans qu'il ne travaille plus à Universal Studios. Il ne connaît pas Zenaida Fernandez González et n'a donc présenté personne à Casey pour garder sa fille. Lui-même n'a jamais fait appel à une nounou, et pour une raison simple, c'est qu'il n'a même pas d'enfant. Zachary, son fils dont parlait Casey, n'existe pas. Après cet entretien, Casey va donc diriger les enquêteurs sur différents endroits où pouvait avoir vécu Zenaida, dans des complexes d'appartements ou différentes adresses où les enquêteurs n'ont aucune chance de corroborer ce qu'elle leur a dit, dont certains se révèlent même être inhabités depuis des mois. Et puis Casey amène les enquêteurs à Universal Studios, là où elle travaille, là où se trouve son bureau. Universal Studios, c'est très grand, et arrivée dans les locaux, après plusieurs dizaines de minutes de marche, arrivée au bout d'un couloir, elle finit par indiquer aux enquêteurs qu'elle ne travaille plus ici depuis 2 ans environ. 2 ans pendant lesquels sa famille la voyait partir tous les jours au travail. En réalité, elle y avait travaillé ponctuellement par le passé, dans un kiosque à photos, et n'a jamais été une coordinatrice événementielle. Mais évidemment, à ce moment-là, les enquêteurs vont tout de suite l'isoler dans une salle, dans les locaux d'Universal, pour l'interroger à nouveau. Et là, le ton change complètement. Le détective ne cherche plus d'informations.
il sait qu'elle ment et il le lui fait savoir très directement. Which means that there's a lot of stuff going on right now, and I can tell you just for a certainty that everything you've told me so far has been a lie. Since I left you this morning, I've gone to every address that you've told me. I've looked up every name, I've talked to every person that you wanted me to talk to or tried to. I've reached out, I've talked to your ex-boyfriend, I've talked to Amy, I've talked to Tony. I came over here, I've already talked to all the employees. I found out all these names that you're giving me are people that either never worked here or have been fired here for a long time ago. Okay, so where we are right now is in a position that doesn't look very good for you. Because obviously I know, and you know, that everything you told me is a lie, correct? Not everything that I told you. Okay, pretty much everything that you've told me, including where Kaylee is right now. That I don't know where she is. Sure you do. Ce qui est sidérant, c'est que même acculée dans cette salle, confrontée à ses mensonges, elle ne lâche rien. Elle concède du bout des lèvres qu'elle a menti sur certaines choses, mais sur le seul point qui compte vraiment, où est Kaylee, elle maintient, elle dit « je ne sais pas ». Sur le reste, le détective démonte point par point tout ce qu'elle a raconté et qui a été vérifié ensuite pour s'avérer faux, et il en vient à Jeffrey Hopkins. What about Jeff? You said Jeff worked here until about 2 months ago? No, he hasn't worked here for quite a 10 while. months? How long? It's been at least 10 months. Okay. He got fired in 2002. He hasn't been an employee here since 2002. And what about the girl? Juliet? Yeah, what about her? She left 2 months ago. That's exactly what she had told me. Juliet She Lewis left 2 never months worked at Universal Studios. Zandy has never worked here. How do you explain that? We put a lot more together than I think you realize we put together. Our purpose in coming here was to do what? Go where? I guess there wasn't a purpose. There wasn't a purpose whatsoever to come up here. So we're wasting time, valuable time, that ought to be spent looking for your daughter. I'm trying to think of places No, where I know she's been. You're not answering my Help me. question. Do you want us to help? Let's go through this again. We're here because. Because I lied. Because I brought you up here. And honestly, I was reaching for No, stop another right avenue. here. I want you to tell me how lying to us is going to help us find your daughter. It's not going to. Huh? It's not going to. Well, then if the main thing you want to do is find your daughter, and you don't think lying to us is going to help us find her, why would you do that? Because I'm scared, and I know I'm running out of options. It's been a month. What are you scared of? I'm scared of not seeing my daughter ever again. Et voilà tout le problème de sa version. Depuis le début, elle répète qu'elle a menti par peur, qu'elle cherchait Kaylee de son côté, mais là, on lui pose la seule question qui compte. En quoi ces mensonges aident à la retrouver? Et elle n'a pas de réponse. Ça n'aide pas. Elle le reconnaît elle-même. You remember the phone call you were telling us about? Is that true? Yes. Did you actually talk? What day was it you talked to her? Yesterday, You remember what time of day? around noon, it was from a private number. Okay. And what'd she tell you? What'd your daughter say to you? She said, "Hi, mommy." Interrogée sur cet appel qu'elle aurait reçu la veille, où elle aurait pu parler à sa fille juste une minute, elle décrit comment sa fille s'est adressée à elle. She said, "Hi, mommy." D'une voix joyeuse, comme si de rien n'était. Casey reste sur sa position. C'est la nounou qui a kidnappé Kaylee, avant de jurer, la main droite levée, que tout ce qu'elle dit est vrai. Mais quelques heures plus tard, elle est arrêtée, accusée de négligence envers un enfant, de fausses déclarations et d'entrave à une enquête criminelle. Elle est alors emmenée immédiatement en prison. Le soir même, elle a droit à un appel. Elle appelle chez elle, ses parents, son frère et l'une de ses meilleures amies, Christina, sont sur place. Cet appel, après 1 mois sans sa fille, après avoir menti à la terre entière, il est tout simplement lunaire. Casey? Mom. Hey, sweetie. Are Oh, I just saw your nice little cameo on TV. you- which one? What do you mean, which one? Which one? I did 4 different ones, and I don't know. I haven't seen them all. I've only seen 1 or 2 so far. You don't know what my involvement is and stuff? Casey, Mom. what? No. I don't know what your involvement is, sweetheart. You're not telling me where she's at. Because I don't f***ing know where she's at. Are you kidding me? Casey, don't waste your call to No. scream and holler at me. Waste my call sitting in, the jail in Whose fault where is- bunks are? Whose fault is you're sitting in the jail? You're blaming me that you're sitting in the jail? Not Blame my yourself fault. for telling lies. You mean it's not your fault? What do you mean it's not your fault, sweetheart? If you'd have told them the truth and not lied about everything, they wouldn't. Do me a favor, just tell me what Tony's number is. I don't want to talk to you right now. Forget it. I don't have his number. We'll get it from Lee. Hey, Hey, can you give me Tony's number? I can do that. I don't know what real good it's going to do you at this point. Well, I'd like to talk to him anyway. Okay. Because I called to talk to my mother, and it's a f***ing waste. Oh, by the way, I don't want any of you coming up here when I have my
my first hearing for bond and everything else. Like, don't even waste your time coming up here. You know, you're making it real tough for anybody to want to try to even assist you with giving you somebody's phone number. You're not even letting me finish. Well, like, I'm not going around and around with you. You know, that's pretty pointless. So you can tell me what's going on. Christina would love to talk to you because she thinks that you will tell her what's going on. Frankly, we're going to find out. Something, whatever's going on, it's going to be found out. So why not do it now? Save there's yourself nothing to find out. There's absolutely nothing to find out, and that's even what I told the detective. Well, you know, everything I that have she's no telling them clue where is a Kaylee lie. is. If I knew where Kaylee was, do you think any of this would be happening? No. Anyway, you only got a couple minutes with us, so I'm not going to let you completely waste it. Here's Christina. She thinks she can get through to you. No, I want Tony's number. I'm not talking to anybody else. Hello? Hi, I'm glad everybody's at my house. I'll have to call you later. I'll have to call somebody to get your number. Do me a favor, get my brother back because I need Tony's number. Does Tony have anything to do with Kaylee? No. Nothing. Okay, so why do you want to talk to Tony? You probably don't want to tell me. He's my boyfriend, and I want to actually try to sit and talk to him because I didn't get a chance to talk to him earlier because I got arrested on a whim today because they're blaming me for stuff that I never would do, that I didn't do. Casey, you have to tell me if you know anything about Kaylee. Sweetheart, if anything happens to Kaylee, Casey, I'll die. You understand? I'll die. If anything happens to that baby. Oh my God, calling you guys, waste, huge waste. Le comportement de Casey ne correspond évidemment pas à ce qu'on s'attend à voir de la part d'une mère dont la fille a disparu depuis un mois. Elle insiste pour qu'on lui donne le numéro de Tony pour qu'elle puisse l'appeler, pas un mot à propos de sa fille tant que personne ne demande de façon insistante. L'inquiétude de Cindy, de Lee et de Christina dans cet appel est palpable, en contradiction totale avec l'attitude de Casey. Et quand Christina demande pourquoi elle veut parler à Tony, elle répond comme une évidence que c'est parce que c'est son boyfriend. Une évidence qui ne semble pas l'habiter quand il s'agit de donner des éléments au sujet de Kaylee. Le lendemain, Casey passe au tribunal et le juge lui refuse une liberté sous caution en attendant le procès. Elle va donc rester en prison et 9 jours plus tard, elle reçoit la visite de son frère et de ses parents. Je vous diffuse un court extrait du parloir avec ses parents. Ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est l'attitude des parents qui d'un côté la soutiennent, mais de l'autre font tout pour essayer d'avoir des informations qui pourraient leur permettre de retrouver la petite, et l'attitude de Casey, qui me semble en totale opposition, qui elle a l'air beaucoup plus distante, alors même qu'on parle de retrouver sa fille. Hi. Hi, sweetie. You haven't? I love you. I love you too. Hi. We forgive anything that you've said. Oh. Are you okay? Yeah. What's that T-shirt Kaylee's besides? picture's on the back. Is it? Can Dad Yes. show me the shirt? Yeah, turn around so she can see. It's the Never Lose Hope Foundation. Do you see it? I can see Your part picture? of it. Yeah. Have you seen me? And then it has the information on how to contact. Okay. Casey, you don't realize the whole United States is looking for our Kaylee. I know that, Mom. Her cover's going to be on People magazine in a few days. Okay. Everybody is looking for her. Good. Everybody is looking for her. Are we going to be able to find her, do you think? I hope we can, Mom. Do you think Sandy's acting by herself, or does she have help? I don't know, Mom. I haven't been able to talk to anybody. I don't know. I'm hoping that if there's people involved, there's as many people that are dumb enough to open their mouths and say something as possible. Okay. All right. Do you want to speak to your father now? Sure. Okay. Hey, gorgeous, how you doing? I look like hell. Well, you know something? You really need to keep your spirit high for all this. I haven't been crying while I've been in here. Well, I've been you know trying something? to read books and do other things to keep my mind off of stuff. Well, you know, I want to be able to reach out and hug you and give you the big Papa Joe hug. But you know, we got to get that little girl back any way we can, and we're Dad, doing everything we can. My only concern. I gave Lee a statement. I want him to speak to whoever in the media, give them a statement specifically from me. He's going to give them an exact quote. She's my only concern. Next to Kaylee, it's you guys. That's my only concern.
Listen, I'm in front of the cameras all the time. What message do you want me to give to Zanny and to Kaylee? What do you want me to tell Zanny? That she needs to return Kaylee. What do you think her reasons are? Mom, I don't know. Okay. I forgive her. My only concern is that Kaylee comes back to us and she's smiling and she's happy and that she's okay. Okay. What do you want me to tell Kaylee? That Mommy loves her very much. And she's the most important thing in this entire world to me. And to be brave. Hold on. Anything else? Just that I love her. I truly, truly love that little girl and miss her so much. God, and I miss you guys. I know, honey, we miss you too. Everybody sends their love. Everybody loves you. Everybody knows that you've done nothing to Kaylee. Good. Understand that? I know that. I'm just glad everybody else knows that. Well, there's a lot of people out there, though, that doesn't believe that, darling. Oh, I know. But again, I get that daily here. I miss you, sweetie. I know that. I miss you too. I wish I could have been a better dad and better grandpa, you know? You've been a great dad and you've been the best grandfather. Don't for a second think otherwise. Well, you know, you and Mom have been the best grandparents. Kaylee's been so lucky. Kaylee is so lucky to have both of you. Vous l'avez vu, Casey répond aux questions de ses parents sur Zanny sans la moindre hésitation. Elle va jusqu'à leur confier un message à relayer dans les médias adressé à cette nounou et à sa fille, mais je vous rappelle que Zanny n'existe même pas. Et quand Cindy lui demande si elle pense qu'on finira par retrouver la petite, Casey répond simplement « I hope we can, mom ». J'espère qu'on pourra, maman. Sur un ton qui, selon moi, serait tout aussi adapté à la question de savoir si on va réussir à retrouver un portefeuille qu'elle aurait égaré. Après cet appel, Casey reste en prison pendant environ un mois, avant que son avocat ne réussisse à la faire libérer sous caution avec un bracelet électronique. Mais quelques semaines plus tard, le 14 octobre 2008, alors que Kaylee est toujours introuvable, Casey est arrêtée à nouveau. Et cette fois-ci, sur la base d'accusations bien plus graves. Elle est inculpée de 7 chefs d'accusation au total qui devront être étudiés lors de son procès. Meurtre au premier degré, maltraitance aggravée, homicide involontaire aggravé et 4 chefs de fausses déclarations. Interrogée à nouveau lors de cette seconde arrestation, elle demande à être représentée par son avocat, qui lui conseille de ne rien dire et n'apportera donc aucune nouvelle information. Elle est donc reconduite en prison. Je le rappelle, on est alors en octobre 2008. Le 11 décembre 2008, les ossements de Kaylee sont retrouvés, à seulement 1 kilomètre environ de la maison familiale. Du ruban adhésif avait été fixé autour de sa bouche, autour de son nez et de sa mâchoire. Et elle avait été enveloppée dans une couverture Winnie l'ourson. Ce qu'il reste de son corps ne permet pas d'établir précisément la cause et la date de son décès, mais sa mort est qualifiée d'homicide. Un peu plus d'un mois plus tard, le 23 janvier 2009, George Anthony fait une tentative de suicide et laisse une lettre de 5 pages. Il est heureusement retrouvé et sauvé à temps. Casey, elle est en prison en attendant son procès, et en avril de la même année, les procureurs indiquent qu'ils vont requérir la peine de mort contre elle en raison de circonstances aggravantes suffisantes. Pendant ce temps, l'enquête continue et la presse fait de cette affaire l'une des plus médiatisées de l'histoire récente des États-Unis. Cette médiatisation est saturante, sensationnaliste et largement orientée vers la présomption de culpabilité de Casey, principalement en raison de son comportement presque désintéressé parfois envers sa fille, de ses mensonges et de sa personnalité en général. Pour beaucoup d'observateurs, cette affaire est déjà quasiment pliée d'avance et ils traitent Casey, avant même son procès, comme si elle avait déjà été condamnée. Et plusieurs éléments viendront ensuite appuyer cette conviction déjà forgée chez beaucoup d'observateurs. Plus tôt dans cette vidéo, je vous ai demandé de retenir une date, le 16 juin 2008, la dernière fois que George ou quiconque verra Kelly Anthony vivante. À partir de ce 16 juin, pendant que ses grands-parents s'inquiètent, pendant qu'ils réclament chaque jour des nouvelles d'une petite fille qu'ils ne reverront jamais, pendant que selon Casey cette petite était kidnappée par la nounou, voici ce que faisait Casey. Le soir même de la disparition, le 16 juin au soir, elle est filmée par les caméras de surveillance d'un Blockbuster, un magasin de location de films, avec son petit ami, Tony, sans Kaylee. Les jours suivants, elle enchaîne les sorties en boîte de nuit. Elle est notamment photographiée au club The Fusion, en train de participer à un Hot Body Contest, un concours du corps le plus sexy. Ce point-là va faire beaucoup parler,
mais ça n'est pas tout. Le 21 juin, 5 jours après la disparition de Kaylee, dans son journal intime, le journal d'une mère dont la fille a disparu, Casey écrit la chose suivante. « Je n'ai aucun regret, juste un peu d'inquiétude. Je veux juste simplement que tout se passe bien. J'ai entièrement confiance en mon propre jugement et je sais que j'ai pris la bonne décision. J'espère juste que la fin justifie les moyens. Je veux juste savoir ce que l'avenir me réserve, je suppose que je le saurai bientôt. Je suis plus heureuse que je ne l'ai été depuis très longtemps. J'espère que mon bonheur continuera de grandir. Je me suis fait de nouveaux amis que j'apprécie vraiment, je me suis entourée de bonnes personnes. Je suis enfin heureuse, espérons que ça ne changera pas. » Le 2 juillet 2008, alors qu'elle n'a plus sa fille avec elle, Casey entre dans un salon de tatouage et ressort avec ces 2 mots gravés sur l'épaule. Bella Vita, la belle vie. Mais il y a une dernière chose à mentionner sur la date du 16 juin, en plus de la disparition de Kaylee. C'est ce qui se passe ce jour-là à l'intérieur de la maison, sur l'ordinateur familial, mais qui ne ressortira que plusieurs années plus tard. À 14h51, le 16 juin, le jour de la disparition de Kaylee, depuis le navigateur que Casey utilise au quotidien, une recherche est lancée. Le mot est mal orthographié, mais l'intention est très claire. Méthode de suffocation infaillible. Sur ce point, gardez bien en tête 2 choses parce qu'elles sont essentielles. La première, c'est que cette recherche, personne ne la verra pendant des années. Les enquêteurs qui fouillent l'ordinateur familial passent complètement à côté. Ils analysent le mauvais navigateur et plus de 1000 entrées, dont celle-ci, leur échappent. Cet élément ne sortira qu'en 2012. La seconde, c'est qu'on ne saura jamais avec certitude qui a fait cette recherche. Plusieurs éléments désignent Casey, l'heure, le navigateur, mais ce point précis deviendra plus tard l'un des plus disputés de toute l'affaire, bien après la fin du procès de Casey, tout simplement parce que ça a été découvert seulement ensuite. En introduction, je vous ai dit que vous alliez probablement vous forger une certitude, la certitude de savoir ce qu'il s'était passé. Alors à ce stade, que savez-vous vraiment ? Je serais très curieux de vous lire. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, parce que c'est l'enjeu de ce procès qui s'ouvre le 24 mai 2011. Il a été intégralement filmé et il a été suivi par tout un pays persuadé d'en connaître déjà l'issue. Au cours de ce procès, un jury populaire va devoir assister à l'ensemble des interventions et des témoignages. Et ce jury va devoir décider, à la fin, d'un verdict coupable ou non coupable pour chacun des 7 chefs d'accusation pour lesquels Casey Anthony est jugé. Maintenant, je vous propose d'essayer de vous mettre à la place de l'un de ces membres du jury. Ils sont 12 jurés. Vous êtes juré numéro 7. Et peut-être que vous avez déjà une certitude. À la fin du procès, vous devrez rendre un verdict. Le procès va durer plusieurs semaines. On vous demande de vous couper de tout. Il vous est interdit de suivre cette affaire à la télévision le soir, interdit de discuter de cette affaire avec qui que ce soit, interdit d'écrire ou de communiquer de quelque façon que ce soit au sujet de cette affaire. Votre rôle, c'est de déterminer si Casey est ou non coupable de meurtre au premier degré notamment, accusation pour laquelle elle risque la peine de mort. On va revenir en détail sur certains moments forts de ce procès. Tout d'abord les opening statements, qui sont en gros les plaidoyers d'ouverture où chacun des 2 camps, l'accusation et la défense, expliquent en détail leur position et ce qu'ils attendent de ce procès. D'abord celui de l'accusation, les procureurs de Floride, qui requièrent la peine de mort contre Casey Anthony et qui vont devoir prouver sa culpabilité pour l'obtenir. Ensuite celle de la défense, de José Baez précisément, c'est l'avocat qui représente Casey qui, lui, doit convaincre les membres du jury de ne pas la condamner. Mais aussi certains témoignages très importants comme ceux de George et Cindy Anthony, de Jeffrey Hopkins, de Tony Lazzaro et quelques autres intervenants. C'est donc la procureure de Floride qui va la première exposer sa théorie dans son opening statement. Mais elle va d'abord faire un résumé factuel très détaillé de ce qu'il s'est passé, jour après jour, pendant les 4 semaines qui se sont écoulées entre le 16 juin 2008, date à laquelle Kaylee a été vue vivante pour la dernière fois, et le 15 juillet 2008, quand Cindy appelle la police pour signaler sa disparition. Elle se base principalement sur l'analyse du téléphone de Casey, qui a permis de savoir où elle était à chaque moment pendant cette période. Alors je ne vais pas vous détailler tous les jours un par un, mais vous allez vite comprendre le tableau. Le 16 juin 2008, selon la procureure, Cindy est partie travailler tôt. George a passé la matinée avec sa petite fille, et peu avant 13h, Kaylee quitte la maison avec sa mère. Casey a prévenu que la petite dormirait chez Zanny, la nounou. Plus personne ne reverra Kaylee à partir de ce moment-là. Le soir même, Casey est filmé par une caméra de surveillance dans un Blockbuster, ce magasin de films vidéo, avec son petit ami Tony, mais sans Kaylee. Et à partir de là, pendant 30 jours, c'est toujours le même scénario. Cindy qui réclame encore et encore de voir Kaylee. Et Casey qui a une réponse pour tout. La nounou est à l'hôpital après un accident, Kaylee est à la plage, au parc, à SeaWorld, à Jacksonville pour un mariage, elle est à Tampa pour le travail. Un nouveau mensonge presque chaque jour, servi avec un aplomb total. Et à chaque fois, une raison parfaite pour laquelle Cindy ne peut ni voir, ni même parler à sa petite fille.
Mais alors que les jours passent et pendant que sa grand-mère panique, pendant que personne ne sait où est Kaylee, concrètement, voilà comment Casey occupe ses journées. Shopping, cinéma, boîte de nuit, encore une boîte de nuit, le hot body contest, le feu d'artifice du 4 juillet, photographié en train de rire et de s'amuser, et elle ne dort plus à la maison, mais chez son nouveau boyfriend, Tony Lazzaro, qu'on a déjà mentionné, qui est promoteur en boîte de nuit. Et le 2 juillet, il y a ce tatouage, Bella Vita, la belle vie. Pendant que sa famille la cherche désespérément, pendant que personne n'a vu Kaylee depuis 17 jours à ce stade, sa mère se fait tatouer la belle vie sur l'épaule. Le 3 juillet, Cindy craque. Casey lui a dit que Kaylee serait à Universal pour rencontrer les mascottes du parc avec d'autres enfants, alors Cindy s'y rend elle-même, elle se plante devant les grilles, elle appelle sa fille. Et au téléphone, Casey lui répond tranquillement qu'elle est en fête à Jacksonville pour plusieurs jours. Cindy est complètement effondrée. Le soir même, elle crée une page MySpace qu'elle appelle « Ma Kaylee a disparu ». Elle sait que quelque chose cloche, bien avant tout le monde, mais là encore, à ce stade, elle ne fait pas plus que continuer de demander directement à Casey où est la petite. Et pendant ces 30 jours donc, racontés jour par la procureure, alors que sa fille est quelque part déjà morte, Casey Anthony vit littéralement sa meilleure vie. Et puis le 15 juillet, le tournant, George et Cindy sont convoqués par une fourrière, ils récupèrent la voiture, trouvent le contact d'Amy qui les guide chez Tony, ils retrouvent Casey, Kaylee n'est pas là, les appellent à la police. Après ça, la procureure martèle que Kaylee n'a été enlevée par personne, que Casey seul avait accès à tous les éléments, le ruban, le duct tape, le sac à linge dans lequel Kaylee a été retrouvée, la couverture Winnie l'ourson, ses vêtements, la voiture, que personne d'autre n'a menti à tout le monde et que personne d'autre n'a tiré de bénéfice de la mort de Kaylee. Elle demande un verdict de culpabilité pour meurtre au premier degré, en concluant « No one else benefited from the death of Kaylee Marie Anthony. Kaylee's death allowed Casey Anthony to live the good life, at least for those 31 days. » La mort de Kaylee a permis à Casey Anthony de vivre la belle vie, au moins pendant ces 31 jours. La belle vie, The Good Life, référence directe à son tatouage Bella Vita. C'est ensuite au tour de la défense de faire son opening statement. Et là, ce que José Baez va expliquer à ce moment-là, personne ne s'y attendait. Pas les procureurs, pas les journalistes, pas le public, personne. Jusqu'à ce jour, la version officielle de Casey, celle qu'elle a tenue pendant 3 ans, c'était l'histoire de la nounou Zani Zenaida, la nounou qui aurait enlevé Kaylee. Mais Baez va choquer tout le monde. How in the world can a mother wait 30 days before ever reporting her child missing? It's insane. It's bizarre. Something's just not right about that. Well, the answer is actually relatively simple. She never was missing. Kaylee Anthony died on June 16, 2008, when she drowned in her family's swimming pool. Voilà donc la nouvelle version. Selon la défense, le 16 juin 2008, Kaylee ne part pas avec sa mère pour ne jamais revenir. Kaylee se noie accidentellement dans la piscine de la maison familiale. Et c'est George, le grand-père, l'ancien flic, qui aurait découvert le corps de la petite dans la piscine ce matin-là. Selon Baez, il aurait alors décidé de tout maquiller, de cacher le corps, d'étouffer l'affaire, pour une raison simple, éviter que sa fille Casey ne soit accusée de négligence. Et là, vous vous dites probablement la même chose que moi. Mais pourquoi mentir pendant tout ce temps pour un accident ? Pourquoi aller faire la fête, se faire tatouer Bella Vita, participer à un hot body contest si votre fille vient de mourir noyée ? Et quand bien même ça serait vrai, en quoi est-ce que ça change l'attitude de Casey suite à ça ? Mais Baez n'en a pas terminé parce qu'ensuite, il lâche une bombe. This family must keep its secrets quiet. And it all began when Casey was 8 years old and her father came into her room and began to touch her inappropriately. We are what we are because of who brought us into this world and how we were raised. Casey was raised to lie. This child, who at 8 years old, learned to lie immediately. She could be 13 years old, have her father's penis in her mouth, and then go to school and play with the other kids as if nothing ever happened. Nothing's wrong. That will help you understand why no one knew that her child was dead. Baez affirme donc que Casey a été victime d'abus sexuels de la part de son père George depuis l'âge de 8 ans, et que dans cette famille, on apprend à mentir, à cacher, à faire comme si tout allait bien. Que le mensonge, pour Casey, c'est un mécanisme de survie qu'on lui a inculqué depuis l'enfance. Quand quelque chose de terrible arrive, elle ne s'effondre pas. Elle enfuit, elle nie, elle invente, elle se réfugie dans ce coin sombre de sa pensée et fait comme si rien ne s'était passé.
Parce que c'est ce qu'on lui a appris à faire depuis qu'elle était une enfant. Donc selon cette version, Kaylee se noie, George maquille l'accident, et Casey, conditionné depuis l'enfance à cacher les horreurs derrière un sourire, reprend simplement sa vie comme si de rien n'était. Alors sachez que George sera convoqué à la barre un peu plus tard, on reviendra sur son témoignage. Il va jurer sous serment que tout ça est faux et qu'il est très touché d'entendre ces accusations, que ça le blesse. Et il n'y a concrètement aucune preuve, aucun témoin pour corroborer les accusations de José Baez à l'encontre de George. Après ces déclarations, José Baez s'attaque aussi à Roy Kronk. Lui, c'est l'homme qui a retrouvé les restes de Kaylee dans les bois en décembre 2008. Baez sous-entend que Kronk aurait pu déplacer le corps, le manipuler, peut-être même le garder ailleurs avant de prétendre le découvrir, pour toucher une récompense qui était promise pour des informations permettant de retrouver Kaylee. Baez prétend que cet homme, Roy Kronk, pensait que la découverte de ses ossements était son ticket gagnant à la loterie. La stratégie de la défense, c'est donc de semer le doute. Et il faut bien comprendre une chose, Baez n'a pas besoin de prouver ce qu'il vient d'avancer. Il a juste besoin de créer le doute sur la thèse présentée par l'accusation. Parce qu'aux États-Unis, pour condamner quelqu'un, le jury doit être convaincu de sa culpabilité au-delà du doute raisonnable. C'est à l'accusation, au procureur, de prouver la culpabilité de Casey. Ce n'est pas à la défense de prouver son innocence. S'il reste un doute raisonnable, si l'accusation ne prouve pas qu'elle est coupable, on ne peut pas la condamner. Et la question centrale que Baez va poser tout au long du procès, c'est comment Kaylee est-elle décédée ? Parce que la science n'a pas pu le prouver avec certitude, et lui, évidemment, il va s'appuyer là-dessus. Un peu plus tôt, je vous ai proposé de vous mettre à la place de l'un des jurés. On n'en est qu'aux opening statements. Vous êtes le juré numéro 7. Vous aviez peut-être déjà une certitude. Qu'est-ce qui vous passe par la tête maintenant ? Une certitude ou un doute ? Parce qu'à ce moment-là, on ne parle plus uniquement des mensonges de Casey. Le doute, lui, est désormais dans la salle. Pendant 6 semaines, le jury va entendre des dizaines de témoins. Je ne vais pas tous vous les présenter, mais il y en a quelques-uns qu'il faut connaître absolument pour comprendre comment ce procès s'est déroulé. George, c'est le premier gros témoin. C'est aussi le personnage le plus central de toute cette affaire après Casey elle-même. La défense vient juste de l'accuser publiquement, devant le monde entier, d'avoir abusé sexuellement de sa fille et d'avoir maquillé la mort de sa petite fille. Donc forcément, son témoignage est très attendu. Au cours de ces 6 semaines, il est appelé plusieurs fois à la barre et interrogé sur des éléments très importants. Les derniers moments qu'il a passés avec Kaylee le 16 juin, l'odeur de décomposition qu'il identifie dans la voiture, mais aussi des bidons d'essence que Casey a pris dans sa remise et qu'elle ne lui a pas laissé récupérer dans le coffre de sa voiture, ainsi que du ruban adhésif utilisé à son domicile et semblable à celui retrouvé sur le corps de Kaylee. Et pour la défense, il est au centre d'une théorie alternative, celle d'une noyade accidentelle dans la piscine, suivie d'une dissimulation à laquelle il aurait participé, le tout justifié par des accusations d'abus sexuels censées expliquer le comportement de Casey. George nie en bloc toutes ces accusations à la barre, dans des passages qui sont pour certains très émotionnels. Et enfin, tout ça s'ajoute des éléments qui complexifient son image, sa tentative de de janvier 2009, mais aussi la révélation d'une liaison qu'il aurait eue avec Crystal Holloway, qui est une bénévole des recherches de Kaylee, à qui, selon elle, il aurait confié que la mort de Kaylee était un accident qui a dégénéré, ce que lui dément. À un moment, José Baez lui dit en substance « Vous avez dit à l'enquêteur que quelque chose était arrivé à Kaylee et que Casey mentait. » Et là, c'est un moment qui marque tout le monde dans la salle. Il craque complètement. Il fond en larmes à la barre. Il répond quelque chose du style « Monsieur, quelque chose est définitivement arrivé à Kaylee et elle n'est plus parmi nous. Casey était la dernière personne que j'ai vue avec elle. 1 + 1, ça fait 2 dans mon esprit. » Ce qui est frappant, c'est qu'il est complètement effondré pendant ce témoignage, en opposition totale avec l'attitude de Casey qui, elle, reste relativement impassible. Et ça va être remarqué et très commenté par les observateurs. Cindy, c'est la grand-mère de Kaylee, c'est la mère de Casey. Son témoignage, c'est probablement le moment le plus controversé de tout le procès. Baez, l'avocat de Casey, revient sur l'épisode du mariage dont je vous parlais en début de vidéo. Photo à l'appui, il demande comment il était possible de ne pas voir qu'elle était enceinte ou comment il était possible de dire qu'elle ne l'était pas. Il plante ce décor dans lequel Casey n'est pas la seule à mentir. Ensuite, il y a un élément crucial que l'accusation a présenté pendant le procès. Sur l'ordinateur de la famille, on a retrouvé des recherches Google du type « Comment fabriquer du chloroforme »,« Chloroforme »,« Rupture du cou »,« Arme de la maison ». Et selon l'accusation, ces recherches effectuées en mars 2008 sont attribuées à Casey, des mois avant la mort de Kaylee, comme une préparation. C'est un des éléments accablants du dossier contre Casey. Et là, Cindy lâche une déclaration qui choque la salle d'audience. Elle dit « Ces recherches sur le chloroforme, c'est moi qui les ai faites ». Elle explique qu'elle s'inquiétait pour ses chiens, qui mangeaient des feuilles de bambou dans le jardin, qu'elle aurait d'abord cherché chlorophylle et que de fil en aiguille, elle serait tombée sur chloroforme. Bon, là, vous vous dites probablement la même chose que ce que tout le monde a pensé à ce moment-là. C'est trop gros. La mère qui s'accuse elle-même pile sur l'élément le plus dévastateur contre sa fille qui risque la peine de mort.
Et effectivement, l'accusation va pas laisser passer ça. Les procureurs vont sortir les relevés de l'employeur de Cindy, et ces relevés montrent que Cindy était à son travail aux heures où les recherches ont été faites. Un expert informatique du bureau du shérif vient même témoigner qu'il n'a trouvé aucune recherche pour chlorophylle sur l'ordinateur. Aucune. Autrement dit, selon l'accusation, Cindy a menti, sous serment, pour sauver sa fille. Au passage, les procureurs étaient tellement convaincus qu'elle mentait qu'après le procès, ils ont même évoqué la possibilité de poursuivre Cindy pour parjure, ce qu'ils feront finalement pas. Mais indirectement, ils vont dans le sens de la défense sur un point, celui de dire que Casey a été élevée et a grandi dans le mensonge, qu'elle n'est pas la seule à mentir ou à cacher des vérités. Et le mal était fait. Le doute était planté sur l'un des éléments les plus importants du dossier, et ça, c'est exactement ce que cherchait José Baez. Et moi, je vous repose la même question que tout à l'heure. Juré numéro 7. Vous êtes dans le box du jury. Vous aurez une décision à prendre à l'issue du procès. Qu'est-ce qui vous passe par la tête à ce moment-là? Tony, c'est le petit ami du moment, celui chez qui Casey passe absolument toutes ses nuits pendant que sa fille est portée disparue. Son témoignage, il est important parce qu'il vient confirmer, de l'intérieur, le comportement de Casey pendant ces 31 jours. Il témoigne que Kaylee n'était jamais avec eux, que Casey semblait parfaitement normale, détendue, qu'elle faisait la fête, qu'elle dormait chez lui, qu'elle se comportait comme une jeune femme sans le moindre souci au monde. Et ça, pour l'accusation, c'est de l'or. Parce que ça montre une mère dont l'enfant vient soi-disant de mourir noyé, selon la version de la défense, ou d'être assassiné, selon l'accusation, mais qui dans tous les cas passe ses soirées en boîte de nuit ou ses nuits dans le lit de son copain, sans la moindre trace d'inquiétude, sans que personne ne sache où est Kaylee. On l'a mentionné à différentes occasions, Jeffrey Hopkins, que Casey citait à plusieurs reprises lors de ses échanges avec les enquêteurs. Le prétendu ancien collègue chez Universal, celui qui lui aurait présenté Zenaida, celui avec qui elle disait travailler tard et passer du temps quand Cindy demandait des nouvelles de Kaylee. Lui, c'est une vraie connaissance de Casey, mais une connaissance très lointaine. Et quand il vient témoigner, il confirme que tout ce que Casey racontait à son sujet était faux. Toutes ces histoires qui l'impliquaient étaient une pure invention. Pas de contact récent avec Casey, pas de présentation de Nounou, certainement pas de Nounou lui-même puisqu'il n'a même pas d'enfant. Avec son témoignage, c'est tout l'édifice du mensonge initial et principal de Casey qui s'écroule publiquement, même si la défense a changé d'histoire entre-temps pour passer du kidnapping de Zanny à la noyade. C'est la preuve que dès que la police est intervenue le 15 juillet 2008, Casey leur a menti. Et puis il y a la guerre des experts. Parce qu'au fond, ce procès se joue énormément sur une question scientifique. Peut-on prouver, matériellement, comment Kaylee est morte? Côté accusation, on fait venir des spécialistes pour parler de l'odeur dans le coffre. Un scientifique du laboratoire national d'Oak Ridge, dans le Tennessee, vient affirmer que le niveau de chloroforme retrouvé dans le coffre était anormalement élevé. On présente l'analyse de l'air dans ce coffre, qui indiquerait la présence d'un corps humain en décomposition. On parle d'une mèche de cheveux retrouvée dans le coffre, qui là aussi présenterait des signes de décomposition. Mais la défense contre-attaque sur chaque point. Sur les cheveux, par exemple, l'analyse ADN ne peut établir qu'une seule chose. Le cheveu appartient à quelqu'un de la lignée maternelle. Donc ça pourrait être Kaylee, mais aussi Casey ou même Cindy. Et puis il y a le témoignage le plus dévastateur pour l'accusation, celui du Dr Werner Spitz, qui est un médecin légiste extrêmement réputé aux États-Unis. La défense le fait venir, et lui il démonte littéralement l'autopsie pratiquée sur Kaylee. Il affirme que le fameux ruban adhésif, le duct tape, retrouvé sur le crâne, n'a probablement pas servi à étouffer la petite. Selon lui, il aurait été placé sur les restes après la décomposition, peut-être pour maintenir la mâchoire en place, et surtout, il accuse le médecin légiste, le docteur Garavaglia, d'avoir bâclé son autopsie, notamment en n'ouvrant jamais le crâne de l'enfant pour l'examiner de l'intérieur. Et c'est exactement là que se trouve le cœur du problème de toute cette affaire pour l'accusation. Le médecin légiste, qui avait analysé les ossements, avait conclu un homicide par moyen indéterminé. Indéterminé, ça veut dire qu'on sait ou qu'on pense que c'est un homicide, mais qu'on est incapable de dire précisément comment Kaylee est morte. Et ça, c'est exactement là où veut en venir la défense. Au terme de 6 semaines de procès, il est temps de passer au plaidoirie final, le dernier moment où chaque camp s'adresse au jury avant qu'il ne parte délibérer pour rendre un verdict. C'est le procureur Jeff Ashton qui va démarrer pour l'accusation, et il va droit au but, avec une phrase qui résume toute la théorie de l'accusation. Il dit en substance « Les preuves dans cette affaire prouvent au-delà de tout doute raisonnable que Casey Anthony a décidé, le 16 juin, que quelque chose devait être sacrifié, que le conflit entre la vie libre qu'elle voulait et la vie rattachée à la responsabilité d'une enfant était tout simplement irréconciliable. Et elle a dû faire un choix, et elle a choisi de sacrifier son enfant pour vivre la vie qu'elle voulait. » Ashton reprend tous les mensonges de Casey, un par un. Il montre comment elle maintient chaque mensonge jusqu'à qu'il soit absolument insoutenable et comment elle le remplace alors par un nouveau. Il a même une formule pour ça, en parlant de la nouvelle version de la noyade sortie au procès. Il appelle Casey 3.0, la nouvelle version, comme un logiciel qu'on met à jour quand l'ancien ne marche plus. Son intervention dure 1h30 environ, avant qu'il ne demande au juré, pour conclure,
de rendre un verdict coupable à l'encontre de Casey. Et puis c'est au tour de José Baez, lui va rester face au juré pendant plus de 3 heures. Baez attaque frontalement la partie scientifique du dossier. Il a une expression qui va rester, il parle de la fantasy of forensics. Il qualifie la science apportée par l'accusation de science-fiction. Il martèle qu'il n'y a aucune preuve matérielle solide, pas d'ADN, pas de sang, pas d'empreinte, rien de tangible. Il revient sur le duct tape et pointe à nouveau vers George, qui aurait utilisé le même duct tape que celui retrouvé sur les ossements de Kaylee après sa disparition pour coller des affiches pour la retrouver. Il rappelle que même George enterrait parfois des animaux de la famille enveloppés dans des couvertures et des sacs plastiques pour suggérer un parallèle troublant avec la façon dont Kaylee a été retrouvée. Il accuse aussi les procureurs d'avoir joué uniquement sur l'émotion. Il dit en substance au jury « Ils vous ont donné 2 semaines de témoignages complètement hors sujet pour peindre Casey Anthony comme une fille facile, une fêtarde, une menteuse. » Il ajoute « Cette affaire ne doit pas être décidée parce que vous éprouvez de la pitié ou de la colère envers quelqu'un. Basez votre verdict sur les preuves, pas sur l'émotion. On ne vous demande pas de nous dire ce que vous pensez qu'il est arrivé, vous devez nous dire ce qui vous a été prouvé qu'il s'est passé. » Et pour finir sa plaidoirie, Baez résume tout en une phrase qui est le fondement de sa stratégie de défense. Le doute raisonnable vit ici, il est présent dans toute cette affaire, et il demande au jury d'acquitter Casey sur le simple fondement que rien n'a été prouvé et qu'il reste trop de questions sans réponse. Je vous avais proposé de vous mettre à la place d'un membre du jury. Maintenant, c'est le moment où vous, juré numéro 7, vous allez devoir rendre un verdict. Sur le premier chef d'accusation, meurtre au premier degré, est-ce que vous la déclarez coupable ou non coupable? State of Florida versus Casey Marie Anthony. As to the charge of first-degree murder, verdict as to count 1, we the jury find the defendant not guilty, so say we all. As to the charge of aggravated child abuse, verdict as to count 2, we the jury find the defendant not guilty. As to the charge of aggravated manslaughter of a child, verdict as to count 3, we the jury find the defendant not guilty, so say we all, dated at Orlando, Orange County, Florida, this 5th day of July, 2011, signed foreperson. Le 5 juillet 2011, Casey est déclarée non coupable du meurtre de sa fille, d'une mort involontaire ou de mauvais traitement. Elle est uniquement reconnue coupable des 4 chefs d'accusation qui sont liés à ses mensonges aux autorités. À l'extérieur du tribunal, la foule massée devant le palais de justice est sous le choc. Des gens crient, certains pleurent de rage, on entend des « Justice for Kaylee ». Le pays entier, qui était scotché devant sa télé, n'en revient pas. Et là, il faut être très clair. Très peu d'affaires dans l'histoire des États-Unis ont provoqué une telle onde de choc au moment d'un verdict. Pour vous donner un ordre d'idée, on a comparé ça à l'acquittement d'O.J. Simpson en 1995, pour ceux qui connaissent cette histoire. Alors pourquoi cet acquittement? Pourquoi alors que tout semblait accuser Casey? Tout simplement parce que les procureurs, malgré les faisceaux d'indices pointant vers Casey, n'ont pas pu prouver sa culpabilité. Je reviens une dernière fois à ce que je disais en introduction de cette vidéo, que vous alliez probablement vous forger une certitude. Ça a été le cas de millions de personnes. Mais à l'issue du procès, de quoi sommes-nous vraiment sûrs? Ce qui est sûr, c'est que Casey a menti à la police et qu'elle a été déclarée coupable sur les 4 chefs d'accusation relatifs à ça. Mais le médecin légiste n'a jamais pu établir comment Kaylee est morte. Pas de cause de la mort, et sans cause de la mort, impossible de prouver un meurtre avec préméditation. Impossible de prouver l'intention de tuer. Et pour renvoyer quelqu'un dans le couloir de la mort, parce que c'est ça qui était en jeu, la peine capitale, le doute n'est pas permis. Quelques jours après le verdict, l'une des jurées, Jennifer Ford, a été interviewée sur ABC. Elle a déclaré « On n'était pas convaincu de son innocence, on était écœuré, mais on ne pouvait pas la condamner pour un meurtre alors qu'on ne savait même pas comment l'enfant était morte. » Et 10 ans plus tard, un autre juré, anonyme, a déclaré au magazine People « Je ne savais pas ce que je faisais et je n'ai pas défendu ce en quoi je croyais. » Et c'est ça qui est terrible dans cette affaire. Même les gens qui ont acquitté Casey n'étaient pas convaincus qu'elle était innocente. Ils ont juste estimé que l'accusation n'avait pas prouvé sa culpabilité au-delà du doute raisonnable. Et c'est sur ce point que José Baez a su brillamment orienter le jury. Le juge lui-même, Belvin Perry, s'est exprimé après coup. En 2017, dans une interview à l'Orlando Sentinel, des années après avoir quitté la magistrature, il dit ne pas contester le verdict, mais il apporte une nuance importante. Pour lui, il y avait bel et bien assez de preuves pour que Casey soit jugée pour meurtre au premier degré, assez pour tenir un procès, mais pas forcément assez pour prouver sa culpabilité au-delà du doute. Et c'est tout le problème qu'a rencontré l'accusation. Casey est condamnée à 4 ans de prison pour ses mensonges, sauf qu'elle a déjà été incarcérée depuis presque 3 ans. Avec les remises de peine, elle est libérée 12 jours seulement après le verdict, le 17 juillet 2011. Elle sort de prison sous escorte. Je vous ai parlé de la femme la plus détestée des États-Unis, et à ce stade, sa sécurité est devenue un vrai sujet.
Si vous ne connaissiez pas cette affaire, vous êtes probablement très surpris de tout ce que vous venez d'entendre, et même si vous la connaissiez, elle ne manque probablement pas de vous faire encore réagir. Mais c'est aussi là que cette histoire devient vraiment particulière. Parce que dans la plupart du temps, dans des affaires comme celle-ci, une fois le verdict tombé, on n'entend plus parler de la personne. Elle disparaît. Casey Anthony, elle va faire tout l'inverse, et on n'a pas fini d'entendre parler d'elle. Dans les premières années qui suivent le verdict, Casey vit littéralement cachée. Elle est détestée, elle reçoit des menaces de mort, elle ne peut pas se montrer en public, elle ne peut pas retourner à Orlando, elle vit dans des lieux tenus secrets, en Floride, sous protection. Pendant un temps, elle est même assignée à résidence avec un bracelet électronique. Pas pour cette affaire, mais à cause d'une affaire de fraude au chèque qui a été jugée séparément, elle est sous probation. Pendant cette période, on l'aperçoit très peu, et à chaque fois qu'elle est vue, elle est cachée derrière des lunettes de soleil, une casquette, pour ne pas être reconnue. Imaginez vivre comme ça, traqué, dans un pays de 300 millions de personnes dont l'immense majorité pense que vous avez tué votre propre enfant. Mais ce n'est pas la seule situation à laquelle elle doit faire face. Parce que financièrement, elle est à terre. En janvier 2013, elle se déclare en faillite personnelle. Elle déclare environ 1100 $ d'actifs pour près de 800 000 $ de dettes, dont une grosse partie, 500 000 $ rien que pour José Baez, son avocat principal. Elle doit aussi plus de 145 000 $ au bureau du shérif d'Orange County pour des frais liés à l'enquête sur la disparition de sa propre fille. On lui réclame de rembourser les frais de l'enquête menée pour retrouver Kaylee, dans le contexte où la position de la défense pendant le procès était que Kaylee s'était noyée, et donc que Casey était au courant dès le début, et donc que toutes les recherches avaient été faites en vain. Et puis il y a les procès, parce que si Casey a été acquitté au pénal, plusieurs personnes vont l'attaquer au civil. D'abord, il y a Zenaida González. Vous vous souvenez de Zani, la fameuse nounou inventée? Le souci, c'est qu'il existe une vraie femme qui s'appelle Zenaida González à Orlando. Et elle, sa vie a été dévastée par cette affaire, parce que son nom a été traîné partout comme celui de la kidnappeuse présumée, et elle attaque Casey pour diffamation. Ensuite, il y a Roy Kronk, l'homme qui a retrouvé le corps de Kaylee. Lui, pendant le procès, la défense avait avancé qu'il aurait pu avoir déplacé ou manipulé le corps. Baez l'avait qualifié, devant le jury, d'individu moralement en faillite, et théorisé qu'il aurait pris le corps de Kaylee et l'aurait caché. Lui aussi, il attaque en diffamation. Et il y a même Texas EQ Search, une association qui avait mobilisé des bénévoles pendant des mois pour chercher Kaylee, qui réclame le remboursement des frais de recherche, puisque là aussi, Casey savait, selon la version de la défense, que sa fille était morte pendant que des centaines de bénévoles la cherchaient. Au final, la plupart de ces procès civils seront soit rejetés, soit dilués dans la procédure de faillite, mais ils vont durer des années. Pendant ce temps, l'autre camp ne reste pas silencieux non plus. Jeff Ashton, le procureur, prend sa retraite et publie un livre. Le titre, c'est « Justice imparfaite ». Et dans ce livre, il révèle des détails issus des évaluations psychiatriques de Casey, notamment les dépositions de 2 psychiatres, selon qui Casey aurait affirmé avoir été abusé par son père et que son père aurait noyé Kaylee. C'est-à-dire la version de la défense, mais sortie du cadre du procès. L'avocat de Casey va d'ailleurs demander que ce procureur soit sanctionné pour avoir révélé ces détails, et ça montre que même après le procès, la guerre entre les deux camps va continuer. Et puis pendant des années, plus grand-chose. Casey reste dans l'ombre, elle travaille, paraît-il, dans le domaine des enquêtes, pour un investigateur privé qui avait bossé sur sa défense, un certain Patrick McKenna. Elle aurait même créé sa propre petite société dans ce domaine, ce qui est, quand on y pense, assez paradoxal, mais elle ne parle pas. Pendant 11 ans, elle ne s'exprime jamais vraiment publiquement sur ce qui s'est passé. Jusqu'en 2022. En novembre 2022, Peacock, une plateforme de streaming américaine, sort un documentaire. Casey Anthony, là où se trouve la vérité. Pour la première fois, face caméra, Casey Anthony donne sa version. Je vous rappelle qu'elle n'a pas témoigné à son procès. Et là, accrochez-vous, parce que sa version, c'est encore une nouvelle version. Version 1, celle de la nounou, Zani, qui aurait enlevé Kaylee. Version 2, celle du procès, Kaylee se serait noyée dans la piscine et George, le grand-père, aurait maquillé l'accident. Et maintenant la version 3, celle dans ce documentaire de 2022. Casey affirme désormais que c'est bien son père, George, qui est responsable. Elle l'accuse directement d'avoir abusé d'elle sexuellement depuis son enfance, et elle suggère que George serait impliqué dans la mort de Kaylee, qu'il aurait pris la petite ce matin-là, et qu'on ne l'aurait jamais revue ensuite. Elle dit qu'elle ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais elle accuse son père. I know what I'm afraid of. I know what eats at me at night. I know what eats at me day after day. Bon, ce document, quand il sort, il fait scandale. Beaucoup y voient une tentative de réécrire l'histoire, de redorer son image, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça marche pas vraiment. Parce qu'au lieu de susciter de l'empathie, la plupart des observateurs en ressortent avec un sentiment de malaise, et l'impression que quoi qu'il arrive, c'est toujours la faute des autres. Comme je vous le disais, c'était la première fois qu'elle donnait sa version des faits dans ce documentaire, mais elle avait déjà accordé une interview en 2017, sans revenir sur ce qu'il s'était passé, interview qui elle non plus n'avait pas manqué de faire réagir, et c'est peu dire.
Interrogée par la presse américaine sur le regard que les gens portent sur elle, elle avait déclaré I don't give a shit about what anybody thinks about me. I don't care about that. I never will. I'm okay with myself. I sleep pretty good at night. Autrement dit, j'en ai rien à foutre de ce que les gens pensent de moi et ça ne changera jamais. Je suis en paix avec moi-même. Je dors plutôt bien la nuit. Mais je dois préciser une chose parce que c'est très important. Je ne suis pas en train de vous dire que ces accusations d'abus sont fausses. Personne ne peut le savoir avec certitude. Et si c'est vrai, alors c'est une tragédie supplémentaire dans une histoire qui en compte déjà bien trop. Mais le problème, c'est que Casey Anthony a un historique de mensonges tellement documenté, tellement constant, que même quand elle dit peut-être la vérité, sa parole est systématiquement remise en question. Et ça, c'est peut-être un piège dans lequel elle s'est enfermée toute seule. Après ce documentaire, les parents de Casey décident de réagir. Parce qu'on parle quand même d'un homme, George, qui se fait accuser publiquement, devant des millions de gens, d'avoir abusé de sa fille et d'être lié à la mort de sa petite fille. En janvier 2024, George et Cindy Anthony participent à une émission spéciale diffusée sur 2 chaînes aux États-Unis. Le titre, Les parents de Casey Anthony, le test du détecteur de mensonges. Alors je rappelle qu'on est aux États-Unis. L'idée est simple, George et Cindy acceptent de passer un test polygraphique, face caméra, administré par un ancien polygraphiste du FBI, pour répondre une bonne fois pour toutes aux accusations de leur fille. On leur pose les questions directement. Est-ce que George a abusé de Casey? Est-ce que George est impliqué dans la mort de Kaylee? Est-ce qu'il a dissimulé le corps? Et le résultat, annoncé face caméra par l'examinateur, c'est qu'ils ont réussi le test, tous les deux. Selon le polygraphiste et un second spécialiste qui a revu les résultats, George et Cindy disent la vérité. George n'aurait pas abusé de sa fille et il n'aurait rien à voir avec la mort de Kaylee. Mais il y a quand même un moment troublant pendant le test de George, quand on lui demande s'il a dissimulé l'endroit où se trouvait Kaylee. Il semble buter sur cette question, il a du mal à répondre. L'examinateur le relance, lui demande pourquoi il lutte autant avec cette question, et il répond quelque chose comme « peut-être parce que c'était près de notre maison qu'elle a été retrouvée ». Alors dans l'absolu, ça ne veut pas dire grand-chose, ni dans un sens, ni dans un autre. Parce qu'il faut être clair sur un point, un polygraphe, ce n'est pas une preuve. Ce n'est pas admissible devant un tribunal dans aucune de ces affaires. Un détecteur de mensonges, ça mesure le stress, le rythme cardiaque, la transpiration, la respiration. Et le stress, ça peut ressembler à un mensonge même quand la personne dit la vérité, surtout quand on lui demande face caméra si elle a abusé de sa fille ou tué sa petite fille. Donc ces résultats, il faut les prendre pour ce qu'ils sont, un élément de plus dans la bataille des narratifs, mais certainement pas une vérité scientifique. Et Cindy, pour sa part, elle ne dit plus tout à fait la même chose que lors du procès. Lors de ce test, elle a déclaré croire à 100% que sa fille sait ce qui est arrivé à Kaylee, avant de faire une crise de panique en plein enregistrement. On est très loin de la femme qui s'accusait elle-même des recherches sur le chloroforme pendant le procès. Mais sur le plan de l'opinion publique, le message des parents est clair, ce n'est pas nous. Et ils renvoient implicitement la responsabilité vers leur propre fille. Et puis le dernier rebondissement en date, mais pas le moins surprenant. En février 2025, Casey Anthony débarque sur les réseaux sociaux. Elle ouvre un compte TikTok. Elle s'y présente, tenez-vous bien, comme une legal advocate, une sorte de défenseur des droits juridiques. Son compte TikTok, c'est Casey Anthony Substack. Elle publie du contenu sur les droits des accusés, sur le système judiciaire américain, sur les libertés individuelles. La femme qui a été au cœur du procès le plus médiatisé de sa génération se positionne désormais en commentatrice du droit. Et évidemment, ça fait réagir, énormément. Parce que pour beaucoup de gens, voir Casey Anthony donner des leçons sur la justice, c'est difficile à avaler. Le 1er mars 2025, elle poste sa première vidéo, filmée depuis sa voiture, 3 minutes environ. I am a legal advocate. I am a researcher. I've been in the legal field since 2011. And in this capacity, I feel that it's necessary, if I'm going to continue to operate appropriately as a legal advocate, that I start to advocate for myself and also advocate for my daughter. For those of you who don't know, my name is Casey Anthony. My daughter is Kaylee Anthony. My parents are George and Cindy Anthony. This is not about them. This is not in response to anything that they have said or done. That's not to say that I'm not going to respond at some point to some of the things that they have said and done. The whole point of this is for me to begin to reintroduce myself. Elle dit « Je suis une legal advocate, je suis une chercheuse, je suis dans le domaine juridique depuis 2011 » et elle ajoute qu'il est désormais nécessaire, je cite, « de plaider pour elle-même et aussi pour sa fille. » Plaider pour sa fille, Kaylee. Elle se présente comme une défenseur des droits des femmes, de la communauté LGBT et du milieu juridique. Le résultat est immédiat. En un week-end, le compte dépasse 28 000 abonnés et la vidéo passe le million de vues. Aujourd'hui, elle est proche des 10 millions de vues. Et puis un lien depuis ce compte renvoie vers Substack, un blog privé en abonnement payant, $10 par mois. Alors je vous laisse vous faire votre propre idée.
Mais quand je vois celle qui est au cœur d'un des procès les plus célèbres de l'histoire des États-Unis se présenter en commentaire du droit, derrière un abonnement à 10 $, j'ai du mal à y voir autre chose qu'une monétisation de cette notoriété. La notoriété d'une affaire qui, je le rappelle, est celle de la mort de sa fille de 3 ans. Et puis, à travers Linktree, toujours depuis son TikTok, vous avez des liens vers des sites qui vous permettent de la soutenir à travers des donations. À l'été 2025, des paparazzis ont photographié Casey Anthony dans un bar, apparemment lors d'un rendez-vous galant. Et le détail qui a été relevé par les médias, c'est qu'elle est quasiment méconnaissable. Cheveux courts, beaucoup plus foncés, presque noirs, une nouvelle apparence, une nouvelle vie. Elle a aujourd'hui une 40aine d'années. Voici donc ce que je peux vous dire au sujet de cette affaire, très complexe à plusieurs niveaux. Alors pour conclure, je vais vous laisser non pas avec toutes les réponses, mais avec une vraie question. Je ne vais pas vous demander est-ce que Casey Anthony a tué sa fille ou que s'est-il passé selon vous. Honnêtement, ça, vous pouvez donner un avis, mais vous ne pouvez pas y répondre. Moi non plus, je ne peux pas y répondre. Le jury n'a pas pu y répondre. En introduction, je vous ai dit qu'on allait poser cette question. Sur quoi exactement votre certitude repose-t-elle ? On a tous vu la même chose. Les mensonges, le tatouage, les 31 jours de fête, cette mère de marbre pendant que son père s'effondrait. Tout ça, ça dit quelque chose de qui est Casey Anthony. Mais rien là-dedans ne prouve ce qu'elle a fait à Kaylee. Autrement dit, votre certitude repose-t-elle sur la preuve d'un crime ou sur le portrait d'une femme ? C'est toute la différence entre je suis sûr qu'elle l'a fait et on a prouvé qu'elle l'a fait. C'est exactement cet angle de défense qui a permis à José Baez d'obtenir ce verdict non coupable. Au terme du procès, le jury a dit « On ne peut pas envoyer quelqu'un dans le couloir de la mort sur des soupçons, aussi forts soient-ils ». Pendant que des millions de gens hurlaient « Baby Killer » devant le tribunal et sur Internet, 12 personnes enfermées dans une salle ont fait exactement le travail qui leur était demandé. Aussi incompréhensible que puisse être le résultat pour le grand public, chacun peut se faire sa propre opinion. Aujourd'hui, Kaylee Marie Anthony aurait une 20aine d'années, et on ne saura probablement jamais avec certitude ce qui lui est arrivé ce 16 juin 2008. George et Cindy Anthony, ils sont toujours mariés, et ils vivent toujours en Floride, dans la même région. Mais le lien est rompu avec leur fille. George aurait écrit à Casey en 2018 dans l'espoir d'une réconciliation, resté sans réponse. Le deuil, lui, ne s'éteint pas. Une source proche de la famille décrit Cindy encore en colère la plupart du temps, et qui aujourd'hui encore s'effondre dès qu'elle évoque Casey ou Kaylee. Et Casey Anthony, elle est sur TikTok, elle est une legal advocate, et elle dort plutôt bien la nuit.